Bonsoir à tous. Rappel des épisodes précédents, comme d'habitude, nous avons vu dans un premier volet la drôle de guerre, la campagne de France, la bataille d'Angleterre, les forces aériennes françaises libres, l'armée de l'air de Vichy, et nous nous sommes arrêtés à l'opération Torche. Dans ce premier volet, nous allons parler de la fusion d'une armée de l'air, pardon, excusez-moi, j'ai avalé un chat, et des FAFL. Cette armée de l'air va ainsi contribuer à la libération de la France et va permettre, avec les autres armées françaises, de mettre la France dans les rangs des vainqueurs. Donc mon plan sera le suivant, les premiers pas, la renaissance de l'armée de l'air et la libération de la France. La reprise de la lutte. Bon, je concède, c'est un titre très provocateur. J'ai utilisé cette expression car elle représente le retour de l'aviation d'Afrique du Nord dans le giron des Alliés, son armement par ceux-ci et sa reprise des combats contre l'Axe. Elle est toutefois non seulement fausse, mais aussi injuste. Injuste, je vois déjà les râleurs, car la lutte contre l'ennemi n'a jamais été abandonnée. Ça se réfère peu des cas des forces aériennes françaises libres qui n'ont cessé de se battre depuis juin 40 en Grande-Bretagne et sur bien d'autres fronts. L'armée de l'air n'a sans doute jamais traversé des moments aussi noirs et difficiles, jamais dans sa brève histoire, moins de 10 ans, je vous rappelle 1934, après avoir accédé à l'indépendance, elle ne se trouve confrontée à tant de défis d'une aussi grande ampleur. Dès le mois de septembre 1942, le réarmement de l'armée française est un sujet. Il y a des contacts discrets entre des personnalités françaises, militaires et civiles, et des représentants de l'armée américaine. Le 23 octobre 1942, ces prémices sont concrétisées au cours d'un entretien secret entre le général Clark, à droite de la slide, et le général Giraud. De Gaulle va essayer auprès des USA, mais il se heurte à une fin de non-recevoir pour la moins brutale. Je vous rappelle que pour le président américain, De Gaulle est un dictateur, il n'est pas trop apprécié. Pour un réarmement, les Alliés demandent une opposition limitée, c'est-à-dire qu'ils veulent bien donner de l'armement à cette nouvelle aviation et à cette nouvelle armée en général, mais ils demandent que lors de l'opération Torque, c'est-à-dire que lors du débarquement en Afrique du Nord, il faut qu'il y ait une opposition limitée. Comme nous l'avons vu dans le volet 3, pour ceux qui étaient présents, la résistance fut nettement plus forte que celle qui avait été envisagée. Les conséquences immédiates est un sentiment de méfiance chez les Américains, qui craignent que l'esprit de Vichy soit encore bien tenace. Le général Arnold, commandant en chef de l'US Army Air Force, fait part de sa très grande méfiance à l'égard des aviateurs français et réclame des preuves tangibles de leur loyauté avant de consentir à leur livrer le moindre avion. À un tel point qu'au début, les Américains veulent que les pilotes français, au lieu d'être dans des unités constituées, soient dans des unités américaines, avant de former des escadrilles autonomes sous commandement US. Les pilotes français vont vite montrer quand même leur loyauté. Il y a un autre problème pour ça, c'est la barrière de la langue. On ne parlait pas anglais comme de nos jours où on parle un peu plus anglais, même si on en est encore loin. La capacité d'intégration et l'aptitude à la familiarisation avec le matériel américain est aussi compliquée. Les Anglais manifestent le même réticence que les Américains. Je vous rappelle qu'ils ont peint des étoiles américaines sur leurs avions lors de l'opération Torche. De cette promesse va en découler le plan Mast. Alors Mast, c'est un général français, ami du général Giraud. Son plan était réaliste et peu adapté aux véritables possibilités de l'armée de l'air. À peine l'opération Torche terminée, dans sa directive numéro 2 du 21 novembre 1942, le général Giraud, à gauche de la slide, demande aux responsables de l'armée de l'air de constituer une aviation maniant les appareils les plus modernes et agissant en étroite liaison avec les forces terrestres. C'est dans ce sens qu'agite le général Meninggal, à droite de la slide, ancien commandant supérieur de l'air en Afrique du Nord et à présent commandant en chef des forces aériennes en Afrique, en programmant dans une instruction du 20 décembre 1942 la mise sur pied d'un corps aérien expéditionnaire et en planifiant la réorganisation de cette armée de l'air en 3 phases. Ces 3 phases sont: phase 1 du 15 novembre 1942 au 1er février 1943, remise en ordre des unités, poursuite de l'instruction sur le matériel français, début de formation du matériel américain, mise au point de l'organisation future et incorporation des nouvelles recrues et son instruction. Phase 2, du 1er février 1943 au 1er avril 1943, réalisation de l'organisation nouvelle, instruction des unités dans ce nouveau cadre, dissolution des unités devenues sans emploi et sans fonctionnement, et formation intensive dans les écoles. Et la phase 3, à partir du 1er avril 1943, engagement possible du corps aérien expéditionnaire et fonctionnement de l'organisation mise en place. Les difficultés de toutes sortes rencontrées par les responsables des forces aériennes, tant dans le domaine du matériel
et des effectifs que dans celui des relations avec les Alliés, allait rendre la création de ce corps aérien expéditionnaire d'abord improbable, puis tout simplement impossible. La mobilisation effectuée en Afrique du Nord et en Afrique occidentale française, colonie qui s'est jointe au général Giraud, a apporté à l'armée de l'air des ressources humaines qui sont loin de correspondre à ce qu'elle en attendait. D'un autre côté, l'instruction des jeunes recrues se heurte à un tel obstacle que rien ne fut pratiquement fait avant la mise en place d'un véritable plan de réarmement de l'aviation française. Début mai 1943, l'idée est de finaliser de former des groupes français sur Spitfire. Il faut donc envoyer en Grande-Bretagne une centaine d'aviateurs, dont la moitié environ, les meilleurs, passeraient directement à l'entraînement tactique. Sur le plan matériel, la situation est tout aussi dramatique. Bien que le général Bétoir ait soumis au général Arnold le plan de réarmement aérien français, les avions sont livrés au camp de gouttes. Le 15 juin 1943, le réarmement est de seulement 126 appareils. Alors, le 14 janvier 1943, s'ouvre la conférence d'Anfa. Alors, Anfa, c'est la banlieue de Casablanca, à laquelle participent Roosevelt, Churchill, Giraud et De Gaulle. C'est une image très connue où la rencontre entre Giraud, De Gaulle et Roosevelt et Churchill. L'amiral Keane, à gauche de la slide, et le général Marshall, à droite, sont décidés de faire confiance aux Français. La question maintenant n'est plus doit-on réarmer la France, mais de déterminer les quantités et les délais de livraison du matériel moderne. Alors, le général Giraud fait sa lettre au Père Noël, comme on dit. Il demande la création d'une force aérienne comprenant 500 avions de chasse, 300 bombardiers, 200 avions de transport, soit un total de 1000 appareils. Les Américains revoient évidemment à la baisse un peu plus de la moitié, puisqu'ils sont prêts à leur fournir 450 appareils. Le plus gros problème, ça va être l'aviation de transport. Pas parce que c'est un souci d'amener des appareils, mais plus la logistique indispensable à la mise en place de ces avions. Nous sommes, je vous le rappelle, en pleine bataille de l'Atlantique et le rendement de l'industrie aéronautique américaine n'est pas encore au plein rendement. Les Anglais, quant à eux, tirent sur leurs ressources locales. Ils vont être en mesure d'équiper 3 groupes de chasse. L'Air Chief Marshal Tyler explique qu'il s'agit d'un effort exceptionnel, qu'il ne sera pas en mesure de renouveler. Seules les unités françaises basées en Grande-Bretagne et en Afrique sont incluses dans le programme d'armement du War Office. La renaissance de cette armée de l'air. L'aviation d'Afrique du Nord aborde le processus délicat de son réarmement et de son engagement au combat contre les nazis, comme nous l'avons vu. La situation institutionnelle reste floue. En effet, les forces aériennes dépendent, dès le 15 novembre 1942, du général Giraud, qui est nommé commandant des forces terrestres et aériennes. Cela pose un problème et met en lumière ce qu'avait déjà évoqué le colonel Antoine lors de sa conférence sur la naissance de l'armée de l'air et des difficultés rencontrées avec les autres armées. Toujours cette guéguerre entre l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine. La marine, elle, bénéficie d'une position plus favorable dans le sens où elle conserve son indépendance par rapport aux autres structures militaires. Mendengal, lui, s'applique à obtenir quelques concessions de la part d'un état-major de Giraud qui possède des idées bien établies sur l'emploi de l'arme aérienne. On est encore sur des emplois typiques de 1940. Le plan 7 qui va être mis en place, qu'est-ce qu'il prévoyait? 20 520 soldats, quand je dis soldats, c'est pilotes, navigants, mécaniciens, etc. 6 500 civils, 5 000 femmes des services auxiliaires. Suivant la note du général Bousca du 11 octobre 1944, dont le carton E2765 du chat, sur les 16 groupes de chasse prévus, 7 sont prévus sur Spitfire, 3 sur des P-39 et 6 sur des P-47. Le P-47, à cette époque-là, si on peut faire un anachronisme, ce sera un peu le F-15 à l'heure actuelle dans nos forces, je veux dire dans l'armée, dans l'aviation. Le plan 7, dès décembre 1942, on fournit à la France des Curtiss P-40F, puis des L, Kitty Hawk, qui seront livrés au groupe de chasse de 5 Lafayette. C'est un petit clin d'œil aussi que ce soit les premiers qui soient livrés. Le chef de cette unité est Kostia Rozanov. Il sera très connu après la Deuxième Guerre mondiale comme pilote d'essai chez Dassault. De janvier à juin, le rééquipement d'origine américaine est lente. Plusieurs facteurs s'expliquent. Pourquoi c'est long? Priorité à la formation des pilotes américains, priorité au matériel destiné aux forces américaines en Grande-Bretagne, et une forme de doute aussi à l'égard de la loyauté de certains pilotes français. Pourquoi encore un doute supplémentaire? Car 2 pilotes de l'escadrille 2-5 Lafayette
vont quitter l'Afrique à bord de P-40 pour retourner dans la France de Vichy. Les conséquences politiques, et vous devez vous en douter, les opérations en cours ont un effet négatif pour le départ de ces deux personnels, pour l'unité pendant plusieurs semaines. Le 29 septembre 1943, le plan 7 est adopté de manière définitive et le 22 octobre 1943, l'adoption du plan 7 par le Comité de défense nationale d'Alger, mais amputé de 7 500 hommes, car on n'a toujours pas la ressource. Amputé de 7 500 hommes, ça veut dire que le plan 7, on l'oublie, beaucoup de difficultés pour la réalisation. Cependant, en septembre 1943, on n'est toujours qu'avec 2 groupes de chasse sur Spitfire, 3 groupes de chasse sur P-39 et un groupe de chasse sur P-40. L'aviation de transport ne reçoit que son matériel pas avant le premier semestre de l'année 1944. Mais en décembre 1943, la situation s'améliore. En effet, 3 groupes de chasse et 3 groupes de bombardement sont mis sur pied en Grande-Bretagne, 10 groupes de chasse et 3 groupes de bombardement en Afrique du Nord. Ça s'accélère. Va se mettre en place le plan 8 ou la préparation de l'après-guerre. Avant même l'achèvement du plan 7, dès le début du 4e trimestre de 1943, le général Bousca fit procéder à la définition d'un programme de réarmement, en ce sens baptisé plan 8. Alors, il se fonde sur les directives du Comité de défense nationale et sur des indications fournies par la mission militaire française aux États-Unis. Le chef d'état-major de cette armée de l'air fit procéder à l'établissement d'un nouveau programme de réarmement dont l'application couvrirait la période allant du 1er juillet 1944 au 1er avril 1946. Pour le moment, on ne sait pas que la guerre se terminera le 8 mai 1945. Nous n'en sommes pas là. Présenté comme une suite logique du plan 7, le plan 8 prévoyait la création d'une nouvelle unité dès le premier semestre de 1945, en vue de poursuivre la lutte contre l'Allemagne. Par rapport aux estimations faites par le Comité de défense nationale en octobre 1943, le programme élabore le 2 novembre, suivant par l'état-major général de l'armée de l'air, revenait à une plus juste appréciation de la réalité. Donc, sur les 172 groupes aériens qui étaient prévus dans ce plan 8, 90 de chasse, 50 de bombardement, 20 de transport et 12 de reconnaissance, c'est trop. On revoit à la baisse et on passe plus à 123 groupes aériens, ce qui est déjà beaucoup aussi, 53 de chasse, 41 de bombardement, 18 de transport et 11 de reconnaissance. Et de 2800 avions, on passerait à 2300 avions. En plus de la méfiance, parce qu'on a vu qu'il y avait la méfiance entre les Alliés et nous, il y a une autre méfiance, quand je dis nous, je veux dire l'armée française, pardon. En plus de la méfiance avec les Alliés, comme nous l'avons vu, il y a une autre méfiance. Il y a la méfiance entre les anciens FAFL et l'armée légaliste. Le général Valin, à gauche de la slide, patron des FAFL, rappelez-vous dans le deuxième volet, avait un certain courage politique, il va se mettre en retrait. Il permettra au général de Gaulle de faciliter la réunification et la réconciliation entre Français. Si de Gaulle avait désigné Valin, il aurait relevé de la provocation pure et simple pour les aviateurs d'Afrique du Nord. Bousca, malgré certaines réticences, reste quand même un peu plus consensuel des deux personnages. Le général Mendingal va céder sa place au général Bousca en juin 1943. Pourquoi Mendingal est remplacé? A priori, Mendingal n'est pas en odeur de sainteté auprès des tenants de la France libre. Il figurait même comme d'autres personnalités plus importantes que lui, comme Bergeret, rappelez-vous dans le volet 3, ou Pérouton, parmi les maréchalistes à éliminer dans les délais les plus rapides. Le 1er juillet, c'est acté. Le général Bousca devient le premier chef d'état-major d'une armée de l'air indépendante. Alors c'est qui Bousca? Il a 62 ans en 1943. Il est mis en congé d'armistice en novembre 1940. Il revient aux affaires 2 ans plus tard comme commandant des forces aériennes d'Afrique du Nord. Dès sa prise de fonction, il va mettre en place le jeu de mutation, car justement, il y a cette méfiance entre les FAFL et l'Afrique du Nord. Donc des équipages d'Afrique du Nord vont rejoindre des groupes stationnés en Grande-Bretagne, au Levant et en Russie, et des équipages des FAFL se retrouvent dans des groupes recréés en Afrique du Nord. Cette période troublée ressurgissent de vieilles rancœurs de 40 et celle des aviateurs restés fidèles au gouvernement de Vichy. La tension qui reste est quand même très vivace, pardon, encore longtemps après la fin de la guerre. Le 3 décembre, le général Bousca fait une note interdisant que soit abordé tout sujet de conversation ayant un caractère politique. Les nouveaux arrivants furent souvent méprisés par les anciens avec la qualificatif, on va dire injurieux, de mieux vautard que jamais. Ces rancunes naquirent qui ne s'effacent guère avec le temps.
même bien après la guerre. Alors, par une ironie de l'histoire, le JO de la République française d'Alger, en date du 1er juillet 1943, publie en même temps que le décret nommant le général Bousca aux fonctions de chef d'état-major général des forces aériennes, celui qui est à gauche de la slide, un texte qui décide la mise en disponibilité du commandant de l'air en Afrique occidentale française, c'est-à-dire le général Bergeret. Rappelez-vous, il avait de grandes fonctions dans l'armée de l'air de Vichy. Donc, il est éjecté. La publication simultanée de ces deux décisions marque un symbole très fort du passage d'une aviation encore marquée de l'esprit de Vichy à cette nouvelle armée de l'air tout entière tournée vers l'avenir. Le 4 août 1943, un décret donne au général Giraud le titre de commandant en chef de l'ensemble des forces françaises et la charge de l'organisation administrative et l'entretien des armées, mais aussi de la répartition des forces françaises sur les divers théâtres. Alors, de cela va en décliner une doctrine. Alors, cette doctrine, pour la France, par le biais du général Giraud, à gauche de la slide, et sa directive numéro 2, que nous avons vue tout à l'heure, constitue un corps de bataille accolé d'un corps blindé. Il est adjoint à un corps aérien expéditionnaire. On se retrouve dans la même configuration que l'armée française de 40. Giraud, malgré son intelligence, je pense qu'il n'a rien compris. Une grande unité aérienne totalement subordonnée au commandement terrestre, peu manœuvrable et difficile à concentrer sur les points sensibles. À un tel point qu'il n'a rien compris, que les Américains vont avoir beaucoup de mal à lui faire comprendre les erreurs du haut commandement. Bousca est du même avis que les Américains. Il va écrire un long mémorandum à Giraud. Il va être reçu avec une fin de non-recevoir. Mais au mois de mai 1943, les Alliés font comprendre aux Français que le réarmement de cette armée de l'air est subordonné à la création d'un commandement aérien français indépendant. Le 10 juin 1943, l'Air Vice-Marshal Winklesworth, adjoint de l'Air Chief Marshal Tider, il va convaincre Giraud qu'il n'y aura pas de réarmement massif avant la mise en place d'un commandement aérien spécifique. Donc le 1er juillet, il accepte l'indépendance à l'aviation à une condition, et c'est là que c'est quand même très fort, que le général Bousca ne cherche à obtenir aucune fonction politique et que l'aéronautique navale reste sous la coupe de la marine. Nous sommes en 1943, la France est encore occupée, et pour le général Giraud, son intention première, c'est que Bousca ne fasse pas de politique. Je pense qu'il y avait d'autres priorités. À cela, pour avoir cette nouvelle armée, il faut aussi une formation. Alors, il faut glisser un mot sur les écoles, évidemment. Si l'aviation veut jouer un rôle majeur à la libération de la France, il est alors impératif de développer ces écoles. Il y a une école d'application du personnel navigant qui va voir le jour le 1er janvier 1943 à Marrakech. Une école de l'air qui est au Maroc, une école de perfectionnement à Casbah d'Abtla et une école de tir et de spécialité à Agadir. Ces écoles sont ouvertes au personnel déjà qualifié. Alors pour ceux qui ne sont pas qualifiés, qui rentrent dans l'aviation, les Américains vont ouvrir les portes de leurs écoles pour les futurs chasseurs et pour les bombardiers. Quant aux Anglais, ils installent des centres de transformation pour les avions britanniques à Sétif, pour les chasseurs américains à Berthaud et les bombardiers américains à Tellerima. En tout, 7321 personnels vont être formés, que ce soit des pilotes, autres personnels navigants et mécaniciens, en octobre 1944. Donc de là, il va falloir une nouvelle chasse, avec une nouvelle doctrine, des nouveaux objectifs. L'objectif de cette nouvelle armée est d'aller combattre, comme vous l'avez bien compris, le plus rapidement possible. Pour cela, elle doit remettre à niveau les pilotes expérimentés et former les jeunes pilotes. Certaines unités, comme le groupe 3-6 par exemple, s'organisent avec, dans une escadrille, ils vont mettre que des pilotes confirmés, et dans l'autre escadrille, ils vont mettre les jeunes avec des moniteurs. Afin d'être dans le même format que les Américains, chaque groupe va créer une troisième escadrille. Mais le manque de matériel et de pilotes va contraindre l'armée de l'air de se calquer au squadron britannique à 12 avions par escadrille, plus l'avion du commandant. Par manque d'officiers supérieurs, et puis ils veulent rajeunir cette armée de l'air, les escadres sont commandées par des commandants, les groupes par des capitaines et les escadrilles par des lieutenants. Cette organisation sera en place jusque dans les années 60. Je fais un petit focus sur le P-39 parce que j'en ai parlé un petit peu. Les premiers P-39 sont des P-39N. On s'en moque un peu. Ils sont livrés au groupe 1-4 Navarre, 1-5 Champagne et au 3-6 Roussillon, avec une répartition égale de 25 appareils par unité, prélevés sur les stocks de l'armée américaine, puisque les Américains, de toute façon, n'aiment pas le P-39. Il n'y a que les Russes qui l'apprécient.
À partir du mois de mai 44, les N vont être remplacés par des Q flambant neufs. Le souci, c'est que les conditions d'emploi du matériel seront surveillées étroitement, avec des conséquences lourdes pour le commandant d'unité et des officiers mécaniciens si le nombre d'accidents est jugé trop élevé. C'est ce qui va arriver au groupe de chasse 3-6, par exemple, qui va en faire les frais. Les maintenances de ces P-39 est très difficile. Il n'y a pas de documents techniques, même en anglais, lenteur du ravitaillement des pièces de rechange, qui contraint les mécanos à faire ce qu'on appelle du cannibalisme systématique, c'est-à-dire qu'on prend les habits de Paul pour habiller Pierre. Après plusieurs accidents, dont la mort du lieutenant Le Glohan, rappelez-vous, j'en avais parlé de ce lieutenant dans le volet 2 et dans le volet 3 pardon, et dans le volet 1, le lieutenant Le Glohan se tue le 11 septembre 1943, comme Guynemer qui lui se tue le 11 septembre 1917. Le groupe, à ce moment-là, est interdit de vol au moment de l'accident du lieutenant Le Gaulois. L'enquête de commandement américain conclut que c'est un mauvais entretien du matériel, donc les sanctions ne tardent pas. Mutation du commandant de groupe, de son adjoint et de l'officier mécanicien. Ils ne veulent rien entendre parler. Le Gaulois est à gauche de la photo. Au niveau du bombardement, les unités de bombardement ont particulièrement souffert lors du débarquement en Afrique du Nord des Alliés. Le matériel est à bout de souffle. Elle est constituée au début de 1943 d'unités hétérocliques avec du matériel d'un autre âge, comme vous pouvez voir sur les slides à gauche. Les unités seront vite transformées et opérationnelles pour la campagne d'Italie en particulier. En ce qui concerne la reconnaissance, l'évolution de la reconnaissance et d'observation. Au début, elle n'est pas prévue dans le plan américain d'origine. Un lieutenant-colonel américain, fils d'un président, Roosevelt, et commandant du Northwest African Photo Reconnaissance Wing, sollicite des Français, car son unité elle est surchargée de travail. En effet, elle ne comporte que 2 groupes américains et 2 escadrons britanniques. À compter du 12 juillet 1943, la reconnaissance française est opérationnelle. Elle comporte qu'une seule unité avec 2 escadrilles qu'on appelle le groupe de reconnaissance 233. Cette unité est très connue, surtout parce qu'il y a le commandant Antoine de Saint-Exupéry que vous voyez ici entouré en rouge. Ce groupe de reconnaissance de 33 est baptisé Savoie le 3 novembre 1943. Il constitue 2 escadrilles bien distinctes. La H, première escadrille du groupe de 33, c'est une escadrille de reconnaissance stratégique. Elle est surnommée la H à cause de son insigne. Elle est sous les ordres du capitaine Gavoil. C'est dans cette escadrille qui est Antoine de Saint-Exupéry et vole sur des F5, c'est-à-dire des P-38 version reconnaissance. La Mouette, deuxième escadrille du groupe 233, en mai 1944, elle devient escadrille de reconnaissance tactique, c'est-à-dire 2 clics en dessous, sous les ordres du commandant Piéchon. Pourquoi je dis 2 clics en dessous? Stratégie opérative tactique. Je dis ça pour les râleurs. En janvier 1945, ce groupe de reconnaissance devient groupe de reconnaissance 133 Belfort et groupe de reconnaissance 233 Savoie, qui seront équipés de F6, c'est-à-dire version de P51 Mustang avec des appareils de photo dessus. En ce qui concerne le transport, comme nous l'avons vu tout à l'heure et que j'en ai parlé, l'opération Torque, l'aviation militaire de transport française, n'existe plus ou quasiment plus. Hormis le groupe de transport 215, qui dispose de 2 Potes 650, dont un sera détruit le 21 novembre, et de 15 Potes 540, dont seulement 9 de disponibles, ce qui fait 11 avions, quoi. Et le groupe de transport 315 sur des Léo 451. Par contre, il existe de nombreuses sections de liaison qui assurent les transports de personnalités, du courrier, le ravitaillement des postes éloignés et les évacuations sanitaires. Le transport aérien civil va jouer aussi un rôle important dans la liaison à longue distance. Ce rôle fut assuré par Air France et les lignes aériennes militaires. Le 19 avril 1943, les personnels civils sont militarisés pour la durée du conflit. Cette mesure sera effective en juillet de la même année avec la création du RAMF, Réseau aérien militaire français. Le 27 février 1944, toutes les compagnies civiles sont militarisées. Le matériel va rester très hétérogène pendant toute la durée de la guerre. La libération de la France. Alors, le groupe de 5 Lafayette, on revient à lui, sera le premier engagé le 20 février 1943 lors de la campagne de Tunisie. Le problème, c'est que le bilan va être très lourd. 4 pilotes de tués, dont 2 au sol, 3 blessés, pour seulement 7 victoires aériennes. Ce bilan conforte les Américains que les aviateurs français doivent être remis à niveau avant de repartir en opération. La campagne de Tunisie ramène Giraud et Menengal à une plus juste appréciation de la réalité. En effet, les difficultés qu'elle engendre montrent bien vite les véritables limites de l'autonomie opérationnelle française. Certes,
L'aviation d'Afrique du Nord n'attend pas les conclusions des accords d'ENFA et l'entrée du service du matériel américain, aussi limitée fut-elle, pour être engagé au combat contre les Allemands. Quelques groupes vont effectuer quelques sorties contre la Luftwaffe, mais cela reste infime. Les Britanniques, quant à eux, comme je vous le disais tout à l'heure, ont puisé dans leurs réserves pour transformer un groupe de chasse, le 2-7 Nice, sur Spitfire Mk5. Le 13 mars, le 2-7 est en mesure d'aligner 14 Spitfire. Il est rattaché au 324e Wing. Le 7 mai, il reçoit sa première mission de guerre de mitrailler le terrain de la Cebala. Le bilan, 3 ME-323 et un Focke-Wulf 190 qui sont détruits au sol. Fin mai 43, le groupe de chasse 2-7 et le 2-5, sous la houlette du 323e Wing britannique, ont pour mission la protection des convois durant toute la journée. Et ils alternent un jour sur deux. Alors, les pilotes français vont vite détester ce type de mission. Mais c'est un passage obligé pour former les aviateurs français à la discipline de la Royal Air Force, avant de pouvoir être engagés de nouveau sur le front. Malgré la présence de l'aviation allemande, les combats se font quand même très rares. Ce qui explique qu'entre 1943 et 1945, les rares victoires aériennes pardon, seront remportées par des rencontres fortuites. Les Britanniques ne voulaient pas confier de mission de supériorité aérienne à cette nouvelle unité, à cette nouvelle armée de l'air. Le travail intensif fatigue le matériel avec un ravitaillement faible de pièces de rechange. La DTO, ce qu'on appelle la DTO, c'est-à-dire la mise en place des avions, est faible, donc impossible de former les jeunes pilotes. Seuls les moustachus, c'est-à-dire les pilotes confirmés, sont capables d'effectuer des missions de guerre, ce qui va fatiguer aussi le personnel. La campagne de Corse s'achève avec un succès mitigé. 526 sorties, 800 heures de vol, 17 victoires aériennes entre le 17 et le 30 septembre 1943. Mais ils ne vont pas empêcher les Allemands d'évacuer en bon ordre pour la Sardaigne et l'Italie. Parmi les 11 000 avions alliés qui, le 6 juin 1944, couvraient le débarquement en Normandie, figuraient, parce qu'on parle souvent du commando Kiefer, mais on oublie souvent de parler de ceux du Lorraine et du Berry. Le premier, le Lorraine, tendit d'ailleurs un rideau de fumée le long des plages sur laquelle prenaient pied les troupes américaines. Il ne faut pas oublier que le 6 juin 1944, des parachutistes SAS français étaient aussi de la partie, voire le volet 3 de cette saga. Le 13 juin 1944, les premiers Spitfire de l'Île-de-France, Squadron 340, et de l'Alsace, Squadron 341, se posent pour la première fois en France, hormis la Corse. Je ne vais pas me mettre les Corses à dos, évidemment, il y a eu bien avant en Corse, mais en France métropolitaine sans l'île, ce sont les Spitfire du 340 et du 341 qui se posent après 4 ans et 4 longues années sans la présence de cette aviation. Du côté de leur côté, le Guyenne, c'est-à-dire des unités de bombardement, et le Tunisie, alors je n'ai pas trouvé de dessin qui représente les bombardiers du groupe Tunisie, bombardent les défenses allemandes autour de Caen et dans la poche de Falaise Argentan. À bord de leur Typhon, c'est-à-dire l'avion que vous voyez en bas, des pilotes français, dont un très célèbre, Klosterman, servent dans la RAF, furent engagés contre les divisions blindées qui tentaient de couper les lignes de la 3e armée américaine dans la région d'Avranches. Je veux faire un petit parallèle aussi sur une unité qu'on appelle le groupement léger patrie. Le ministère de l'Air du gouvernement provisoire à Alger décide en juillet 1944 de créer des unités destinées à soutenir le combat du maquis en métropole, en ravitaillant les postes FFI et en harcelant les colonnes allemandes en retraite. Le commandant Morlaix va constituer le 26 août 1944 à Mousaïville le groupement léger patrie avec 16 avions des A-24 Douglas de l'ex-4e escadrille du groupe de bombardement 1-17 Picardie, sous les ordres du commandant Lapio, une unité hybride comprenant le groupe 1-34 Béarn et le groupe 1-18 Vendée. Le groupe Patrie rejoint la métropole à Toulouse-Francazal, terre sacrée de notre ami Olivier, le 28 août 1944, constitué de 2 escadrilles. La première escadrille, Pic Hardiment, équipée de A-24 sous les ordres du capitaine Piala, et la deuxième escadrille avec des Douglas DB7 du lieutenant Martinet et du capitaine Olivier. Et le groupe sera complété au fur et à mesure en métropole par des groupes FFI. Alors, il y aura le commandant d'or et le commandant Doré, Doré qui est très connu comme pilote d'essai de chez De Hautine, pilote de voltige, etc. Avec des avions hétéroclites, parce que vous aurez des Junker 88, des De Hautine 520 qui font ce type de mission.
Si vous regardez les forces aériennes alliées en Méditerranée en août 1944, vous remarquez que toutes les unités qui sont en rouge, ce sont les unités françaises, sont subordonnées aux unités américaines, comme je le disais tout à l'heure. Et vous voyez en bas écrit première ES-233, c'est la première escadrille du 233, c'est-à-dire que c'est elle qui est chargée de la reconnaissance stratégique. Par contre, la deuxième escadrille 233, qui elle se trouve à droite de la slide, elle, c'est de la reconnaissance tactique. Anneville-Dragon, tout le monde sait, mais je le redis, c'est le débarquement en Provence, le 15 août 1944. Plus de 500 avions, dont 250 français, vont participer à Anneville-Dragon. Les F-5 de reconnaissance, que je disais tout à l'heure, effectuent des profondes incursions. C'est les avions que vous voyez là, ce sont des P-38 sans armement avec des appareils photo, de profondes incursions au-dessus du territoire occupé. C'est au cours de l'une de ces missions que le 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry, en photo à gauche de la slide, disparaît. Le 15 août, la 4e escadre s'emploie en voie de communication, donc sur P-47, c'est l'avion que vous voyez ici que je vous parlais tout à l'heure, tandis que les groupes de bombardement vont attaquer les ponts de Sisteron. Donc les unités françaises, même si c'est que 250 avions, vont participer à Anneville-Dragon. C'est sûr que 250 avions sur 5000 avions, c'est pas grand-chose, mais ils seront bien présents. Alors, ce premier corps aérien français, ça y est, il devient officiel le 1er décembre 1944. Il a sous son commandement 3 escadres. La première escadre de chasse, qui elle va avoir 3 groupes, le 1-3, le 1-7 et le 2-7. La troisième escadre, je vous fais grâce, hein, c'est écrit sur les slides. Et la quatrième escadre, qui elle aussi a 3 groupes. Alors, au début de l'année 45, les forces aériennes françaises se trouvent réparties sur 5 théâtres d'opération bien définis, ou plutôt, je devrais dire 4, et un cinquième en mars 45. En effet, le Lorraine, le Alsace, le Berry et le Cigogne sont détachés de l'armée britannique et canadienne. Le premier corps aérien français, qu'on vient de voir juste avant, lui appartient à la première armée française et l'armée américaine. Elle sera entre autres dans la poche de Colmar. Les forces aériennes de l'Atlantique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire cette armée de briquets de braque, donc des groupes de chasse 1-18, 2-18, des groupes de bombardement, et un groupe de reconnaissance qui va se créer au 333 avec des avions allemands, des Storks, hein, c'est des petits avions qui vont pas très vite, qui seront amenés à faire de la reconnaissance. Et à partir de mars 1945, une 5e escadre qui va voir le jour et qui va appuyer les forces françaises dans les Alpes. Et on n'oublie pas, évidemment, le front germano-soviétique avec le régiment Normandie-Niemen. Et je n'oublie pas non plus les groupes lourds Tunisie et Guyenne qui opéraient avec le Bomber Command, ainsi que les pilotes français détachés dans la Royal Air Force, car il y en a eu. En janvier 1945, les forces de la première armée s'emploient à résorber la poche de Colmar. Le 4 février 1945, le commandant Marin Meslay, que vous voyez ici à droite de la slide, qu'on a parlé de lui dans le premier volet, trouve la mort sur un P-47, l'avion que vous voyez en dessin en bas à gauche, au cours d'une mission de CAS. CAS, c'est du Close and Support, c'est-à-dire qu'il va pilonner des unités allemandes et il fait l'erreur de débutant en passant 2 fois au même endroit, la flaque l'attend et le descend. Il y a une très belle stèle en forme d'étoile américaine, pas très loin de Colmar, que je vous invite à aller voir si vous passez dans la région. En février 1945, les Britanniques lancent leur offensive vers le Rhin. Le Lorraine, le Berry, les Cigognes et l'Île-de-France. Ces derniers sont équipés de Spitfire MK16, que vous voyez en plein milieu de la slide, effectuent au milieu de barrages de flaques épouvantables, parce que la flaque est bien présente, donc c'est de l'anti-aérien, des attaques contre les voies de communication ennemies. Île-de-France et Alsace vont soutenir les troupes au sol après l'anéantissement de la ville de Wesel. Donc la nuit du 30 au 31 mars 1945, le premier CAF, lui, va franchir le Rhin. Alors qu'est-ce qu'il a comme avion? 98 P-47, 49 Split et 11 Mustang F6, c'est-à-dire des avions de reconnaissance. Alors cette 5e escadre de chasse que je parlais tout à l'heure pour les Alpes, cette première armée française s'enfonce tandis que la première armée française s'enfonce en Allemagne, la 5e escadre est créée, elle, le 27 mars 1945, sur le terrain du Vallon, près de Salon de Provence. Elle regroupe le 2-9, Auvergne, le 2-6, Travail, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le 2-6, Travail, le 1-9, Limousin. L'escadre a pour mission de favoriser l'avance des troupes françaises sur le front des Alpes. À partir du 9 avril 1945,
Les P-39, des groupes de chasse 2-6 et 2-9, qu'on a vu tout à l'heure à quoi ça ressemblait, jouent un rôle important en détruisant parfois, dans des attaques en piqué, les postes de commandement ennemis et les voies de communication. Ici, je vous ai mis un graphe pour vous montrer le nombre d'unités. Donc en bleu, ce sont les groupes de chasse, en rouge, les groupes de bombardement et en vert, les groupes de reconnaissance. Vous pouvez remarquer que l'effort sera bientôt évident en Allemagne, où il y aura quand même 11 groupes de chasse déployés. En 1945, le 8 mai 1945, c'est la fin, enfin, on a quand même 5 groupes qui sont sur Spitfire Mk9, 2 sur Spitfire Mk16, 1 sur Yak-3, c'est le Normandie-Niemen, 1 sur De Hautine 520, c'est le de 18 Saintonge qu'on parlait tout à l'heure, hein, qui était dans la poche de l'Atlantique, 6 groupes sur P47, 2 sur P39Q et 1 sur P39N. Le 8 mai 45, l'armée de l'air avec plus de 40 escadrons, tout confondu, hein, et 150 000 hommes atteint son apogée. Le 8 mai, nombre d'unités et de personnel volent encore sous le commandement tactique de la Royal Air Force jusqu'au 24 novembre 1945, l'air de rien. Le 5 juillet 1945, l'armée américaine aura fourni auprès de l'US Ward Département 1417 appareils. Elle aura, de juin 40 à mai 1945, 1000 navigants de l'armée de l'air ont trouvé la mort, 500 sont blessés, 675 avions abattus et 244 victoires probables. À la fin de la guerre, pour faire plaisir à ceux qui s'intéressent à l'industrie nationale, le redémarrage de l'industrie nationale aéronautique va repartir rapidement, même si elle n'est pas morte, parce que l'industrie nationale aéronautique, comme nous l'avons vu, elle a fonctionné pendant l'époque de Vichy, pour les Allemands aussi, mais aussi pour sa propre aviation. Et là, elle va redémarrer, mais parce que des appareils allemands sont expérimentés aussi, qui sont assemblés là, en France. Je pense au Focke-Wulf 190, qui deviendra, parce que comme on ne va pas prendre des noms allemands, on change le nom, ça sera un NC 900, le ME 108 va devenir Nord 1100, etc. Et on va essayer des NKL 177, le NKL 162, le ME 262, qui sont des avions à réaction. Donc je vais terminer en stipulant qu'en 1945, la boucle est bouclée, et c'est une armée de l'air unifiée qui a obtenu la victoire. Personne ne pouvait mieux lui rendre hommage que son unificateur de juillet 1943, c'est-à-dire le général Bousca. Je vais vous lire ce qu'il disait. « Si jamais le terme d'armée d'élite a été mérité, a-t-il écrit, c'est à cette armée de l'air qu'il faut l'attribuer. Elle doit rester aux yeux de l'histoire, l'honneur de l'aviation française, les efforts et les sacrifices ont ainsi trouvé leur couronnement. C'est donc avec une certaine fierté que ceux qui avaient vécu le transfert des zones aériennes nord et est en Afrique du Nord pouvaient mesurer le chemin parcouru. La honte était effacée, on pouvait rentrer dans les rangs, la tâche achevée, chacun gardant en soi avec dignité sa plus belle récompense. L'essentiel n'est-il pas que, symboliquement, fleurissent les lauriers sur les tombes de Mouchotte, de Marin-la-Meslay, de Saint-Exupéry. Vous retrouverez ce passage dans son livre, hein, De Gaulle-Giraud, Dossier d'une mission, les éditions Paris-Flammarion de 1967, de la page 224 et 225. Alors, mes sources, le SHD, puisque c'est un sujet de ma thèse, ce sujet, donc je ne vais pas citer tous les cartons, sinon on n'en sortirait plus. Et je tiens à remercier, comme toujours, Yann Cadaris d'Aérojournal qui me laisse mettre des dessins de son journal, Sylvie Broquet-Ledé des éditions Le La Presse, Alexis Rocher du Fanat de l'aviation, le colonel Antoine, Daniel Béchenec pour ses dessins, entre autres les P39 qu'il y avait dans l'introduction, Lionel Persing, Laurent Perrat qui a fait le site Ciel de Gloire, Gabriel Magnier du SHD, Pierre Jarige qui m'a donné quelques photos très intéressantes, Daniel Gilbertis d'Histaravia21.net, le colonel Guyot pour Tradition Air, et surtout quelqu'un qui est très important pour Aéro Masterclass et qu'on ne cite jamais. Je veux citer Olivier Pontreau, qui m'a fait l'honneur de me laisser faire ces 4 épisodes sur l'histoire de l'armée de l'air durant la Seconde Guerre mondiale et qui m'a écouté sans s'endormir, donc je tiens à le remercier. Fin du dernier volet sur la Seconde Guerre mondiale. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. En tout cas, j'essaierai. Si je ne sais pas y répondre, je les noterai et je vous répondrai. Je vous remercie de votre attention. J'en ai terminé.
Merci Nicolas, je me réveille. Ne Je mets le jamais un savais. minuteur pour me réveiller, hein. C'est pas automatique. Bien, et moi je vais citer et remercier une autre personne qu'on ne dit jamais, c'est Jean-Marc Olivier, sans qui, tout ça n'aurait pas été possible parce que je rappelle que le programme, Aéro Masterclass au départ, c'est une idée conjointe de Jean-Marc et de moi. Jean-Marc qui d'ailleurs va de mieux en mieux, d'après les dernières Oui, nouvelles que l'on a. c'est vrai que j'aurais dû le citer, pardon. Et alors, passons aux questions. J'ai endormi tout le monde. Ah, Zachary est réveillé. Oui, alors si je me alors bon, déjà merci beaucoup pour la conférence, c'était vraiment passionnant. Donc à la fin, on termine avec 40 escadres. Est-ce que c'est un pic de l'armée de l'air française ou pas? Ah oui, oui, c'est un pic de l'armée de l'air française. Oui. D'accord. Et, est-ce qu'à la fin, on est en train de produire les appareils sous licence en France? Oui, oui, oui. Ok. Alors, pas pour tout, mais alors, il va y avoir des trucs qui sont même un peu aberrants. C'est-à-dire que le Normandie-Niemen va rendre les Yak, qui étaient normalement pour eux, et on va leur donner les avions sur lesquels ils ont combattu. C'est-à-dire ils vont voler sur des Focke-Wulf 190, qui seront appelés NC900. Mais après, très vite, après, comme on veut des avions à réaction pour être aussi, on va acheter des avions anglais qui sont des Vampires, qui deviendront après sous licence des Mistral avec un siège éjectable, etc. D'accord. Mais du Et coup, puis, il faut attendre 49 pour voir l'Ouragan qui sera 100% français. ouais, c'est-à-dire que, enfin, du coup, oui, ça nous a fait louper le tournant de l'avion à réaction. Et Ouais, on le rattrape assez vite parce que je te dis, à partir de 49, déjà avant, puisque dès qu'on va avoir les Vampires, on aura une aviation à réaction. ouais, Qu'on n'emploie pas en opération. ouais. En Indochine, il y a des unités qui vont arriver, ils n'auront pas d'avion. Et ils vont prendre des avions japonais qui sont dans un état pitoyable et Ah ouais. qui va causer des problèmes. Oui, on pourra en faire un sujet aussi. Moi, j'avais une question. L'avion de Syntex, là, c'était quoi déjà? C'était un Le F5. P-38? Oui, un P-38 version reconnaissance F5. Parce que si tu dis P-38, c'est clair qu'on va se faire insulter sur YouTube ou je vais recevoir des messages que j'y connais rien, quoi. Je le vois gros comme une Euh, maison. c'est un avion qui était répandu ou il n'y a que Syntex qui volait avec ça? Ah non, non, c'est que la première escadrille qui en ont. C'est tout. Et même la deuxième escadrille, que pour la reconnaissance stratégique. La reconnaissance tactique ne sera pas équipée. La reconnaissance tactique va être équipée de Spitfire avec ou sans caméra. Et après, en janvier 45, ils auront des Mustangs avec caméra, voire sans même. Il était connu, Saint-Exupéry, dans l'organisation que tu as citée, ou c'était un... Parce qu'il avait sa gloire, sa Il est gloire connu quand même parce que c'est quand même quelqu'un qui était connu avant-guerre, qui est connu pendant la campagne de France, mais il va être aussi ceux qui vont arriver tardivement. Alors, est-ce que certains vont se permettre de lui dire mieux vaut tard que jamais? Je ne sais pas. Puis c'est Mais bagarré aussi pour arriver à remonter dans un avion. oui, aussi. Parce qu'il a, il a Il est trop 44 vieux. ans. Il est de 1900. Il est du 29 juin 1900. Donc, en 43, il a 43 ans. C'est un peu vieux pour un pilote de chasse. Quand il meurt en 44, il a 44 ans. Ouais. Ouais, bah ouais. Il y a ce conflit de génération. Bien sûr. Pilote de chasse, c'est 25 ans à peu près à l'époque. D'autres questions? Oh non, Tu tues tout c'était le très monde. bien. Non, est-ce qu'il va y avoir une épuration est-ce que l'épuration va se poursuivre dans l'armée de l'air après la libération? Ça va être plutôt l'inverse qui va se produire parce que surtout ceux qui ont rejoint De Gaulle à l'époque, tout ça, ils sont pas d'actifs, ils sont tous réservistes ou engagés pour la durée de la guerre, ce qui fait qu'on va leur dire bon ben attention parce que ce que je vais dire est véridique, je l'ai entendu. Hein. Les mercenaires de Gaulle, maintenant c'est bien, vous pouvez rentrer chez vous quoi. Ouais. On laisse l'armée de l'air à des vrais quoi. Ouais.
Bon, les grands, Bergeret, il va être condamné, mais il ne va pas avoir de soucis plus que ça, hein. Ouais. Comme beaucoup, hein. J'invite à regarder le film 93 rue de Lauriston, qui est très intéressant. Ça n'a rien à voir avec l'aviation, Ouais. mais c'est très intéressant, surtout la fin du film. C'est sur la carlingue? Oui, et sur la Gestapo française, ou ceux qui étaient, ou la cuisine au beurre aussi, très bien aussi, hein, de Jean Dutour. Ouais, on retrouve la même chose là, hein. Il y a des gens qui ne seront pas du tout inquiétés pendant très longtemps. Ouais. Et ça va pas faire controverse à un moment. Bon, après, ceux qui étaient les grands chefs, comme Bergeret et tout ça, on les écarte. Mais Bousca, il était quand même au départ, il était revenu aux affaires. Delattre de Tassigny, jusqu'en 42, il est dans l'armée de Vichy. Oui, non, tout à fait. Juin, pareil. Oui, Juin notamment. Juin a été collabo assez Collabo, je ne sais pas, moi je dirais légaliste, pour rester. C'est toi-même qui disais qu'on allait te taper quand tu allais dire légaliste. Hein. Oui, bah, je vous raconterai en privé. Oui, il y a Uranus, oui, c'est très bien, oui. Avec Depardieu et Lucchini. Excellent film sur le sujet de la collaboration, oui, tout à fait. Et la cuisine au beurre, c'est clair. Et puis 93 rue de Lauriston, où à la fin il dit ceux qui venaient dénoncer, maintenant ils viennent sont des grands résistants, quoi. Mais on aura pareil avec le Covid, hein. Ceux qui volaient du papier cul et des pâtes diront qu'ils ont été les grands défenseurs contre le Covid. Très humanistes. Pardon du parallèle, mais je me lâche Pareil aujourd'hui. qu'on peut. Hein.